Allô? Quelle joie d'entendre ta voix. C'est à moi que tu parles? Allô, y'a personne au bout du fil? On doit pas être sur la même longueur d'onde. Quelle est cette voix qui, dès l'aurore, si gracieusement me salue? Très joli. En vert en plus. Qui est le tordu qui a dit ça? Bonjour à tous et bienvenue dans Voix Ouf, l'émission Allociné qui met en lumière les métiers de l'ombre du doublage français. Aujourd'hui, on vous propose une émission un peu spéciale consacrée à l'art précieux de la traduction et de l'adaptation en doublage, sous-titrage ou surimpression vocale, autrement dit le voice-over. Derrière chaque personnage qui prend vie à l'écran, il y a un travail minutieux de traductrices, traducteurs, adaptatrices et adaptateurs qui doivent jongler entre fidélité au texte original et fluidité dans la langue de Molière. Leur mission, si toutefois ils l'acceptent, c'est de capturer l'essence du message tout en l'adaptant aux spécificités culturelles et linguistiques de notre magnifique langue française. Ce processus va bien au-delà de la simple traduction. Il s'agit d'ajuster les rythmes, de jouer avec les expressions et parfois de réinventer des dialogues pour que le spectateur oublie qu'il est en train de regarder un film, une série ou un animé en version doublée. Au programme de ce numéro exceptionnel de Voix Ouf, nous explorerons les défis et les secrets de cette discipline de l'ombre, mais essentielle à notre expérience cinématographique et télévisuel. Et pour en discuter, on a l'honneur de recevoir deux artistes de la traduction et de l'adaptation, Sabine De Andria, bonjour. Bonjour. Et Anthony Panetto, bonjour. Bonjour. Comme d'habitude, pour parler doublage, nos experts sont toujours prêts à dégainer. Sa plume est acérée et elle fait les beaux jours d'Allociné depuis de nombreuses années. Toujours partant pour un bon jeu de mots, ses saillies verbales sont toujours sincères, jamais austères, c'est Thomas Imbert. Salut Thomas. Salut Vincent, bonjour à tous. T'es d'accord, c'est jamais austère Jamais, jamais. Grande amatrice de manga, prêtresse du yaoi et des récits mêlant les tripes, le sang, elle écrit, elle traduit, elle fait aussi beaucoup d'iconographie. Mais surtout, elle aime relever des défis comme ingurgiter une quantité record de maquis. C'est Manon Manro. Celle-là, je savais pas si elle passerait. J'adore. Non, je valide. Bonjour à tous. Tellement la meilleure façon de présenter Manon à quelqu'un qui ne la connaît pas. Alors, tu vois, on a tout de suite le portrait complet. Évidemment, c'est ce que je me suis dit. Alors, j'avais une première question pour vous deux. À propos de la traduction, je pense qu'on se pose tous quand on évoque ce métier. C'est comment on y vient, quel est le parcours et qu'est-ce qui vous passionne, Sabine? Je pense que beaucoup d'entre nous ont choisi ce métier parce qu'il allie la passion du cinéma, des séries et un très fort intérêt, pour ne pas redire passion, pour les langues et les cultures étrangères. C'est vraiment la rencontre des deux. Et donc, la plupart de ceux qui travaillent aujourd'hui ont fait des études de langue et un Master 2, un Master Pro en traduction audiovisuelle. Ce qui n'est pas mon cas. Moi, j'ai pas fait ce master-là. Je suis venue par des études de traduction pure. Et en fait, il se trouve que ma première expérience professionnelle, ça a été dans un laboratoire de post-production. Et j'ai appris sur le tas. Le voice-over d'abord, le sous-titrage. Je ne fais pas de doublage. Moi, je ne fais que du sous-titrage. Donc, je me suis retenue là. Mais à chaque fois que vous direz doublage, je dirai et sous-titrage. C'est ce que j'ai dit au début. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas vraiment comme ça, parce que ça a l'air de couler de source. Mais le sous-titrage ne se fait pas par magie. Ça, Exactement. C'est clair. Et toi, Anthony, j'allais dire un peu tout pareil. Ouais. C'est la passion de la télé, du cinéma et puis les langues étrangères. Moi, j'y suis venu comme ça parce que j'ai commencé l'anglais en CM2 et j'ai adoré l'anglais tout de suite. Et puis après, voilà, les langues... Et après l'audiovisuel, et en regardant effectivement à la télé, d'abord le sous-titrage, en fait, ça m'intéressait. Comme j'étais angliciste, je voulais regarder de la VOST. À l'époque, on avait moins accès dans les années 90. On avait accès, puisqu'il y avait la VM et les versions multilingues où on pouvait changer sur certaines séries, sur certains films, on pouvait passer en VO. Et moi, du coup, je changeais la langue parce que moi, c'était pour me perfectionner en anglais ou en espagnol. Et donc, je me suis d'abord posé les questions, qui c'est qui fait ces 2 lignes de sous-titres et donc, j'ai commencé par là, et après, c'est le doublage aussi avec les comédiens, les voix et tout ça. Ok, voilà. Ça. Je me tourne vers Thomas et Manon, parce que nous aussi, on a l'occasion de faire de la traduction dans notre métier aussi, et on se rend compte quand même que c'est vraiment compliqué, parce qu'il faut, des fois, nous aussi, on adapte certaines paroles des comédiens ou des réalisateurs et des actrices dont on peut mettre les paroles sur le site. Comment vous gérez ça quand vous devez traduire un texte? Comment vous le faites? Nous, on a beaucoup moins de contraintes que vous, parce qu'en fait, nous, ça peut tenir dans le nombre de caractères et de lignes qu'on veut, puisque c'est sur un article. Donc, j'imagine les contraintes de temps. Mais on a fait aussi du sous-titrage à l'époque sur les interviews qu'on faisait. Et c'était vraiment pas une mince affaire. Donc,
J'ai beaucoup de respect, d'admiration pour ça. Et c'est vraiment pas... Enfin voilà, les gens qui connaissent pas, qui ne savent pas ce que c'est que de traduire vont penser que c'est quelque chose d'assez facile quand on sait parler anglais, mais en fait, c'est pas du tout. C'est un exercice littéraire profond. Moi, j'ai fait une licence d'anglais, donc une LLCE, donc j'ai fait du thème et de la version. J'en ai fait, donc je connais un petit peu tout ça et j'ai jamais eu l'occasion de l'exploiter vraiment, à part dans cet exercice-là qui est hyper complexe. Mais c'est passionnant aussi parce que il y a je pense, une part de création. Enfin, c'est comme le doublage en fait, mais à l'écrit. Il y a un côté... bon, allez, fin de l'émission. Mais c'est vraiment ça pour moi, c'est qu'on essaye de transmettre quelque chose sans le trahir et en même temps, il y a une part de créativité qui est importante, je pense, aussi, pour livrer une matière vivante. Donc, mais c'est quelque chose d'assez plaisant à faire. On n'a pas beaucoup de temps, nous, parce qu'on est dans un flux, etc. Et on a beaucoup moins de contraintes que vous. Mais... Parfois, on n'a pas beaucoup de temps non plus, nous. Hein. Ah. On en a plus. J'imagine. Et Manon, en plus. Oui, non, mais je me retrouve vachement dans votre parcours parce que moi aussi j'ai fait du coup une licence de langue et je suis partie après sur un master de traduction et de rédaction, donc c'était beaucoup moins ciblé que l'audiovisuel pour le coup. Mais je pense honnêtement que si j'avais eu cette passion pour le doublage au moment de mes études, parce que malheureusement elle est venue un petit peu trop tardivement, j'avais déjà fini, je me serais tournée vers de la traduction audiovisuelle parce que c'est vraiment... Si j'ai fait traduction et rédaction, c'est qu'à un moment donné, la traduction me plaît. Donc, je pense que je me serais orientée là-dessus. Ça a l'air quand même d'être un travail passionnant. Et non, moi, alors, j'écris pas beaucoup d'articles sur le site, donc j'ai pas trop l'occasion de traduire des citations d'acteurs, même si je vois que vous en faites pas mal. Mais pendant mes études, j'ai fait beaucoup et j'en fais toujours d'ailleurs, de la traduction littéraire. Alors à un niveau bien moins professionnel que le vôtre, puisque c'est pas ma rentabilité première, c'est vraiment des piges. Mais c'est du coup un travail que j'ai eu l'occasion de faire. On me prend pas vraiment la tête sur ce que je produis. J'ose espérer que je fais un bon travail parce que ça fait maintenant 6 ans que je bosse avec la même maison d'édition et qu'on m'a jamais fait de reproches à ce niveau-là. Mais c'est vrai que c'est un jeu, le jeu de l'adaptation, il est prise de tête par moment. On est vraiment tiraillé entre ces deux à côté où soit on respecte vraiment ce que l'auteur a voulu dire et dans ce cas-là on perd peut-être un peu le lecteur parce que souvent on a des subtilités culturelles que nous on n'a pas en tant que Français, ou à côté les adapter pour le public mais trahir ce que l'auteur a écrit. C'est très compliqué, c'est vraiment je pense que si j'avais des limites de temps comme vous, je me tirerais je m'arracherais les cheveux parce que je me dis dans quelle mesure on arrive à faire ce choix entre ces deux aspects du métier. C'est très compliqué, mais c'est vraiment des subtilités que j'adore et c'est toute la beauté de la langue française. Enfin, notre langue est tellement belle, ce serait dommage de ne pas en faire profiter tout le monde. C'est ça, moi c'est ce que j'admire énormément dans le métier de la traduction et de l'adaptation. Je trouve que c'est la création et c'est un peu de la magie. Parce que vous arrivez des fois à trouver, chez Anthony, toi sur les réseaux par exemple, tu mets des fois les petites traductions que tu arrives à trouver, les petites subtilités arrive pour adapter à la langue française. Moi, je trouve ça fascinant parce que pour moi, c'est de la création et on s'approprie aussi l'œuvre l'œuvre originale, on se l'approprie en VF. Et je trouve ça tout à fait magique. Je sais pas si vous avez un peu ce même sentiment, un peu le côté magie de... Ouais, effectivement. En fait, la traduction, on est censé... en fait, on nous confie un programme et en audiovisuel, en fait, on est sous une forme de traduction ultra contrainte, en fait, que ce soit en sous-titrage ou en doublage, les contraintes ne sont pas les mêmes et on a d'énormes contraintes et en fait on doit jouer dans ce cadre qui nous est imposé. On a une œuvre originale que effectivement notre souci premier, avant toutes les contraintes qu'on peut nous imposer, que le client peut nous imposer, c'est on nous confie une œuvre, quelle qu'elle soit, notre but c'est de la retransposer en français, de la trahir et de l'abîmer le moins possible. Et donc de donner accès en fait au public francophone à cette œuvre-là. Donc notre souci premier, c'est d'abord de respecter en fait l'œuvre qu'on nous donne, le réalisateur, les comédiens, ce qui a été fait à l'intérieur. Et après, effectivement, c'est trouver un peu le juste milieu, puisqu'on est toujours en train de... Moi, je dis toujours qu'on ménage la chèvre et le chou, parce qu'en fait, on est toujours en train de... Est-ce qu'on doit être beaucoup plus proche de la VO ? Est-ce qu'on doit la tirer un peu vers la langue française ou vers la culture française, où on va rajouter des choses qui sont franco-françaises ou des références qui parlent vraiment aux Français ou aux francophones, en sachant qu'on regarde quand même un programme doublé, que les acteurs ils sont américains, ils sont à New York. Donc il y a toujours
respecter un peu la suspension volontaire d'incrédulité, en fait. Où, en fait, effectivement, on sait que le public regarde une œuvre qui est doublée et à quel moment, jusqu'à quel point, en fait, on va pouvoir le tirer vers nous. Et le sous-titrage... Est-ce que tu as plus de latitude, toi Plus et moins, en fait. D'abord, vous avez tous très bien décrit, en fait, je trouve, ce qui fait à la fois l'intérêt, le sel et la difficulté de notre métier. Effectivement, cet équilibre à trouver qui est vraiment passionnant et qui parfois est une vraie prise de tête. Mais je dirais pas que c'est de la magie, je dirais que c'est du jus de cerveau. C'est du temps. Ouais. C'est vraiment retourner les choses dans tous les sens quand on est face à une difficulté, face à une expression, quelque chose qui va peut-être pas parler au spectateur français. Et effectivement, en sous-titrage, la différence, c'est qu'on a la VO. Donc, il faut à la fois s'adresser à ceux qui comprennent un peu, qui connaissent les références, et éventuellement à ceux qui ne les connaissent pas. Et là, c'est des décisions qui sont prises en général avec le client, avec le diffuseur. Mais dans tous les cas, il faut avoir des solutions. Il faut trouver, est-ce que ça, on va laisser passer? Est-ce que ça parle à personne? Il y a des choses un peu de niche. Je me souviens, j'ai fait la série de franchise il n'y a pas très longtemps, donc sur les coulisses d'Hollywood. Et avec ma binôme, on n'était pas toujours d'accord sur est-ce que ça, c'est connu. Le grand producteur de théâtre, Scott Rudin, qui a été cancel à un moment. Moi, je voulais le laisser en VO parce que je me suis dit c'est une série qui s'adresse aux spécialistes et elle a trouvé que non, c'était une référence. Donc voilà, c'est des discussions aussi entre nous. Sur le sous-titrage, oui, en fait, vous partez aussi du principe, de ce que je comprends, que les gens ont le support. Enfin, il y a des gens qui parlent bien anglais, mais qui ont ce support du texte quand même pour compléter. C'est plus une question de nom. De référence. On ne part pas du principe que les gens comprennent, sinon il n'y aurait pas besoin des sous-titres. Mais on part du principe qu'on ne va pas remplacer un nom par un autre, par exemple, parce qu'on entend le nom en anglais, ou en quelle que soit la langue. Mais par contre, on peut l'expliciter. Je me souviens plus, mais au final, on a dû mettre un truc, l'ère des producteurs, harceleurs est terminée, ou quelque chose comme ça, en fait. On explique la référence. Pour trouver un équivalent. Pour les gens qui ne connaîtraient pas le producteur en question. Un équivalent, plutôt que de remplacer, ce qui se faisait beaucoup dans les années 80, de remplacer un nom par un autre. On avait je parle des années 80 quand j'étais petite et que je regardais à la télé, ça me choquait pas qu'on trouve des noms de Gérard Majax et de gens qui ne me parlent peut-être pas. Mais par exemple, quand on regarde The Mask, là c'est vraiment du doublage, mais The Mask ou Le Génie d'Aladin, c'est des références que... Il y a des présentateurs télé américains où les Français n'ont pas du tout la ref. C'est Richard Darbois, mais il y a des adaptateurs derrière, bien sûr, mais qui ont trouvé l'équivalent pour suivre les folies de Robin Williams et faire en sorte que les Français puissent en profiter aussi. C'est ça, c'est toute la question qui se pose à chaque fois. Ça dépend évidemment du programme original. Aladdin s'adresse à des enfants en particulier, pas que, mais voilà. Et ça dépend donc de ceux à qui on s'adresse, ça dépend du client, ça dépend de l'œuvre originale, et les choix vont être impactés par tous ces critères-là, en plus de tout ce qui est la base, à savoir le texte, la fidélité au texte, le contexte visuel, le contexte, le ton, tout ce qui doit rentrer dans les décisions qu'on prend, parce que la traduction, c'est une question de choix, en fait. On dit souvent qu'il y a autant de traductions que de traducteurs. On ne va pas tous confrontés à la même scène faire le même choix. Je donnais un exemple sur The Franchise. C'est vraiment trouver cet équilibre que vous avez bien décrit. Moi, je vais revenir sur... C'est juste parce que la question me vient là d'un coup et du coup, je me la pose. Je reprends l'exemple très spécifique des prénoms. Enfin, on ne va pas remplacer un nom par un autre nom. Effectivement, ce serait très, très bizarre. Mais je prends l'exemple des animés japonais où la culture japonaise veut qu'on s'appelle par exemple par son nom... par exemple, veut qu'on s'appelle par son nom de famille le plus souvent. C'est vrai que moi, souvent, quand je regarde un animé en version originale sous-titrée, nous, notre culture française veut qu'on appelle les méchants par leur prénom, et c'est souvent qu'à l'oreille, on entend le nom de famille du personnage, mais qu'à l'écrit, on ait le prénom du personnage. Et ça, pareil, je me demande, est-ce que c'est considéré comme une trahison ou pas, parce que là pour le coup c'est vraiment pour s'adapter à la culture française. Je suis en plein dedans parce que je suis sur un animé où en fait effectivement ils se parlent en utilisant leur nom de famille et il y a une histoire ils se rapprochent, etc. Et nous on nous a donné la traduction brute, ce qu'on entend en japonais effectivement, et ce que le sous-titrage a suivi. Et nous on s'est quand même parce qu'on est plusieurs auteurs sur la série. Et on s'est posé la question, en fait, est-ce qu'on reste fidèle aux Japonais, puisqu'on sait que ça se passe au Japon, et voilà,
Ou est-ce que, en fait, pour naturaliser les choses, en fait, pour se les approprier un peu plus, parce que ça peut sembler assez bizarre de s'appeler par son nom de famille, même si ça peut se faire, hein, mais ça peut être, il y a peut-être une connotation de, enfin ça peut être les deux en fait. On s'est vraiment posé la question, on s'est dit ça peut être à la fois pas péjoratif, mais ça peut être, il y a une distance, mais ça peut être aussi quelque chose d'affectif, d'appeler en fait faire une apocope au nom de famille. Donc on s'est posé la question et quand on a rendu nos premiers épisodes où entre auteurs, on s'était dit bon on va le faire à la française parce que ça nous paraissait beaucoup plus naturel pour en plus les personnages sont des collégiens, etc. Et en fait, en retour de relecture client, la question a été soulevée. En fait, le client a dit on va plutôt privilégier ce qui a été fait dans les sous-titres et ce qui est fait en japonais. Donc nous, on n'a pas argumenté plus loin puisqu'on considère que le client connaît son programme et il sait ce qu'il veut. Et son public. Donc voilà. Mais là, effectivement, c'est une question de choix parce qu'effectivement, on s'est dit... en français, on utiliserait le prénom plutôt que le nom de famille, quoi. Donc là, on a réfléchi tous ensemble, on a fait une proposition qui a été retoquée, malheureusement. Mais c'est pas grave, pour le coup, là, ça n'a pas forcément d'incidence, en fait. Pour le coup, les histoires de prénoms, effectivement, dans les vieux doublages, on francisait beaucoup les choses. Donc, il y avait les Michael de Nesson, des Michel. Mais ça, c'était... Parce qu'il y a aussi des modes de traduction. Et puis, il y a des programmes ou des cultures, notamment le japonais. Quand les programmes japonais sont arrivés en France, il n'y avait pas du tout de connaissances sur ces programmes-là. Donc, en fait, les gens faisaient un peu, pas tout et n'importe quoi, mais presque, parce que la connaissance, elle n'était pas là. Maintenant, on a du recul. Donc, on a des choix plus éclairés, en tout cas. Je disais, ça dépend du programme et ça dépend du public. Par exemple, des trucs comme Harry Potter ou Game of Thrones, quand les noms étaient traduits dans les livres, on ne va pas garder l'anglais. Ça n'aurait pas de sens. Donc, c'est vraiment du cas par cas, en fait. Je me tourne vers Thomas parce que dans les nouvelles traductions, pas du Seigneur des Anneaux, il semble qu'ils ont, sur les noms, ils ont gardé les noms du coup Frodo et ils ont enlevé Frodon. Il y a deux traductions dans les livres, en tout cas, du Seigneur des Anneaux. Moi, je suis en train de m'écouter les livres audio de la nouvelle traduction. J'étais un petit peu réticent à la base, et c'est mon frère qui les écoute en boucle et qui me les a passés, et je trouve ça formidable parce qu'ils se sont vraiment appropriés pour le coup. Ils en ont fait une œuvre presque francophone, alors que c'est Tolkien, bien sûr, qui est un des auteurs les plus importants selon moi, mais là vraiment on a l'impression d'écouter notamment sur les chansons ou les poèmes en vers, souvent c'est des poèmes elfiques qui sont traduits. Là il y a vraiment des rimes qui sont restituées en français, donc il y a tout un travail qui est fait comme ça. Après c'est très déstabilisant effectivement pour les spectateurs et les fans de la trilogie de Peter Jackson, parce que Foncombe devient Fondeval, Frodon devient Frodo, bon ça passe encore, mais Grandpa, donc Aragorn, devient l'Arpenteur. Il y a tout un travail d'adaptation intérieure à faire, mais c'est hyper intéressant. Et d'avoir deux sons de cloche, en fait, pour une œuvre qu'on aime particulièrement, je trouve que ça l'enrichit encore. Hein. Je sors du domaine du cinéma parce que c'est de la littérature pour le coup. Oui, mais ça rejoint ce que disait Anthony sur les modes en traduction. C'est pareil avec les Star Wars. Les noms avaient été changés, puis après, au bout d'un moment, quand ils ont ressorti, ils se sont dit qu'il ne faudrait pas revenir à Han Solo et Darth Vader. Voilà, c'est typique. Oui, ou les DC Comics. Hein. Moi, quand j'étais petit, c'était pas Poison Ivy, c'était l'empoisonneuse. Et quand moi, j'ai commencé à bosser dessus, j'ai dû demander aux clients, on parle sur quoi Poison Ivy, parce que dans certains médias, ils étaient repartis là-dessus. Et donc, en fait, après, il y a des histoires d'uniformisation. Et donc, en fait, parfois, on se retrouve avec... Quand on a des nouveaux personnages qui arrivent, on regarde, alors dans les comics, ils sont traduits comme ça. Là, ils ont pas traduit. Alors, et du coup, on prend quoi ? La VO, la VF, quelle VF et donc, du coup, mais ça, c'est que des questions de choix. Et après, c'est des cohérences. Et ça, c'est le client qui, effectivement, va nous dire, on fait plutôt ça. Là, moi, j'ai travaillé sur Le Roi Loup, la série d'animation qui est sortie sur Netflix. C'est tiré d'une saga littéraire qui n'a pas été traduite en français. Et on a on a travaillé comme tous les noms alors pas les personnages, mais les noms de lieux, ils ont tous un peu une signification. On est parti pour faire, on a nous adapté nous-mêmes en fait, comme il n'y avait pas de... On n'avait pas de référent puisque ça n'avait pas été traduit, on a fait à notre sauce. À l'inverse, quand Harry Potter est arrivé en film, ils ont dû se baser sur ce qui avait été fait dans les livres pour
parce que par souci de cohérence en fait. Mais ça c'est toujours, c'est rare, c'est jamais le traducteur qui a le dernier mot, c'est toujours là en discussion avec le client. Je sais que par exemple tu as travaillé sur les Dragon Ball et sur One Piece. Là aussi j'imagine que sur les noms, sur les attaques, etc. il y a toute une bible. Pareil, il y a une bible à laquelle on doit se référer et qui peut évoluer en fait, puisque il y a eu une retraduction de Dragon Ball en papier, et donc en fait et ça c'est si le client décide de faire une cohérence transmédia un peu, où là on va garder un peu ce qui est assez logique. Parfois le mot arrive dans l'animé, va falloir on propose quelque chose et après c'est eux qui décident. Mais effectivement c'est se baser sur les bibles qui ont été faites ou qu'on crée sur le moment. J'en profite pour parler d'autre chose, c'est les titres. Sachez qu'on n'est jamais responsable des titres. On peut faire... C'est pas nous. Je dis ça parce que je bosse sur les titres à la rédaction. C'est une petite vanne, voilà, private joke. On peut faire des propositions, parfois on nous demande des propositions, bizarrement c'est jamais nos propositions qui sont retenues, et en particulier quand un titre devient une espèce de formulation anglaise qui ne veut rien dire, c'est vraiment pas nous. Okay. The Hangover, Very Bad Trip, par exemple. Voilà. Et moi, je trouve ça pas mal, du Very Bad Trip. Je trouve que ça sonne bien. C'est les marketeurs en général qui décident et ils connaissent leur métier. Hein. Et du coup, pour resituer, est-ce que vous pouvez nous dire un peu les choses les plus marquantes que vous avez traduites pour que nos internautes sachent un peu qui se cache aussi derrière certaines œuvres, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses sur les plateformes et on ne se rend pas compte. Le volume de travail derrière. Tu parlais de The Franchise. Oui, par exemple, The Franchise sur Max cet été. Disclaimer que j'ai fait avec Christina Fernandez, parce que j'aime bien citer mes binômes. C'est vrai que ça se fait en binôme souvent. Oui, les séries en général, ça arrive sur des mini-séries qu'on soit tout seul, mais Puis c'est pas mal, moi j'aime bien le dialogue. À la fois, on est souvent en dialogue forcément avec la personne qui fait les autres épisodes, et puis parfois entre doublage et sous-titrage aussi, comme on disait Anthony, et parfois on prend les décisions en commun. Quand on a la chance de pouvoir travailler sur le même planning, parce que parfois il y a une version qui est terminée avant que l'autre commence, et ça c'est un peu dommage. J'ai fait Zero Day avec Intrarieux, là, qui est sur Netflix. Avec De Niro. Avec De Niro, donc ça c'était chouette aussi. Et puis... Moi, je vois sur ton site que tu as fait The Killer aussi. Oui, c'est le prochain que j'allais mentionner. C'était un rêve pour moi de sous-titrer un Fincher. Et là, j'avoue que c'était super. Ouais. Pour le coup, j'étais toute seule sur les films en général. Ça peut arriver qu'on soit en binôme, mais là, j'étais toute seule. Bon, c'était pas très bavard en même temps. Ah oui, c'est pas faux. Je vois qu'il y a aussi Empire of Light de Sam Mendes. Oui, j'ai adoré ça. J'ai vraiment adoré ce film aussi. Ouais. Elle a fait plein de trucs bien, puisqu'elle travaille depuis 1878. Depuis les débuts. Avant que le sous-titrage existe. Toi, du coup, Anthony, il y a Dragon Ball, One Piece. Oui, effectivement, c'était les grosses licences de Japanimation. Non, dernièrement, effectivement, le Roi Loup, qui était très intéressant. En face, s'il te plaît. Voilà. Le Roi Loup, qui était très intéressant avec Jessica Bluth, qui est ma binôme sur une très bonne série que je conseille à tout le monde, Blue Eye Samurai, qu'on a faite l'an dernier. Et on attend avec impatience la saison 2, qui n'est pas pour tout de suite. Mais ça, c'était un très beau projet d'animation. Une des séries les mieux notées, je crois, chez nous. Ah ouais? Ouais, je sais, mais tout le monde en parle. Donc et tu ne l'as pas vu? Pas encore. Pas encore, ouais. On a tellement de choses à voir, mais oui, j'ai noté parce qu'elle a une note spectaculaire, en fait, vraiment. Ouais, c'était... Je te soutiens parce que je l'ai pas vue non plus, et pourtant je sais qu'elle est dans ma liste depuis longtemps. C'est étonnant, Manon. Toi qui vois tous les... Oui, mais comme je suis avec un fort esprit de contradiction, plus on m'en parle, moi j'ai envie. Moi j'ai décrété que je le verrais quand j'aurai envie. Et non, c'est qu'en fait j'ai une très fâcheuse habitude, c'est de regarder mes séries un peu en périphérique pendant que je fais autre chose, ce qui n'est absolument pas bien. Mais c'est pour ça que j'adore le doublage, parce que ça m'aide beaucoup à faire plein d'autres choses à côté. Mais Blue Eye Samurai, je veux vraiment me poser et prendre le temps de le voir, et je crois que les épisodes durent un peu plus d'1 heure. Donc, non, le premier, il doit durer 1 heure, mais après, ils sont un peu plus courts. Ok, ça va. Mais il faut vraiment, je veux prendre le temps de la savourer, cette série, parce que oui, j'en entends que du bien, et je pense que c'est incroyable. Et du coup, maintenant que je sais qu'il y a une saison 2, est-ce que je vais pas attendre carrément qu'il y ait la saison 2 pour tout m'enchaîner? Mais je pense que ça va mettre un petit peu de temps. Donc, non, je finirai par la voir. J'avais 15 heures de vol pour aller au Japon l'année dernière, je les avais tous téléchargés. Et j'ai eu le problème. Ouais, non, c'est vrai, j'ai totalement dormi. Je suis désolée. Non, en tout cas. J'avais raison en plus. Et concrètement, comment ça se passe quand vous recevez un produit? Par exemple, typiquement, tu dois traduire 0D. Est-ce qu'on t'envoie les épisodes, on t'envoie les scripts? Comment ça se passe Ça dépend.
Parfois, on ne peut pas avoir tous les épisodes d'un coup, ce qui est vraiment l'idéal pour une série, en particulier une mini-série comme celle-là, où vraiment il y a une enquête et tout, on aime bien. Là, on avait la chance on n'avait pas eu tous les épisodes d'un coup, mais on avait des synopsis assez développés, ce qui est très rare. Donc ça nous a permis d'anticiper un petit peu. Un problème typique de l'adaptation, c'est les choix des tu et des vous. Tutoiement, vouvoiement, et pour ça il faut connaître les relations entre les personnages, et parfois elles se dévoilent petit à petit. Donc quand on n'a pas les épisodes à l'avance, qu'on n'a pas de synopsis, qu'on n'a rien, et qu'on n'a pas forcément la possibilité de revenir en arrière, parce qu'avec les plateformes, l'avantage c'est que c'est en général, même si nous on n'a pas tous les épisodes au moment où on commence à adapter, ils diffusent pas avant qu'on ait tout fini. Donc si à la fin de la série on se rend compte que en fait ils couchaient ensemble ou je ne sais quoi, on peut revenir en arrière. Mais pour la télé, en particulier quand c'est des diffusions hebdomadaires, ce qui est de plus en plus rare, là, parfois, c'est diffusé et on ne peut plus rien faire. Et tu parlais des tu et des vous. D'ailleurs, on se tutoie ou on se voit Tutoyons-nous. mais moi, ça m'a toujours intrigué dans les VF. Alors là, c'est vrai, et sur le surtitrage, de toute façon, c'est pareil, mais le moment de bascule où il y a deux personnages qui se vous voient et qui finissent par se tutoyer, c'est vous qui décidez, en fait, vous, au sens large, oui. qui décidez à quel moment l'intimité se crée au point de passer du vouvoiement au tutoiement. Oui. Ça doit être, en nombre d'heures, ça doit être le plus longue discussion entre binômes et clients et doublage, sous-titrage. Ouais, non, mais moi, je trouve que ce serait mieux qu'il bascule au milieu de la scène. Non, là, il y a une ellipse. Alors, on va plutôt faire d'un épisode sur l'autre. Enfin, voilà. C'est des longues discussions. Et effectivement, si on estime qu'à un moment, il faut que ça change, ou, pour plein de raisons, il faut trouver le bon moment. Il faut que ça marche. Et c'est pas évident. Hein, c'est assez dur. Oui, pour que ce soit fluide et naturel et qu'on se pose pas trop de questions en fait. C'est ça. On avait eu le cas très spécifique sur les réseaux. Je me souviens, ça avait fait grand débat, mais c'est très bien parce que ça nous avait fait des impressions de dingue sur Twitter. Enfin, anciennement Twitter devenu X. C'était avec The Boys, avec Homelander qui est du coup le protecteur. Bon là, pareil, on reviendra pas sur le choix des noms puisque de toute façon c'est adapté d'un comics, donc il fallait être accord avec la BD. Mais la question s'est posée par pas mal d'internautes sur le vouvoiement du protecteur envers ses subalternes entre guillemets. Où beaucoup trouvaient que c'était pas raccord avec le personnage parce que en fait il n'a de respect pour personne, donc il n'est pas censé vous voyez ceux où il se sent supérieur, et beaucoup ont contrecarré ça en disant non, moi je trouve que c'est mieux parce que justement ça instaure une distance parce que il n'est pas et en fait je dis c'est vraiment c'est typiquement les discussions qu'on a parce que le vouvoiement est pas ressenti par tout le monde de la même manière. C'est ça. Est-ce que ça introduit une distance? Est-ce que ça introduit du mépris? Ou est-ce qu'au contraire, ça introduit du respect? C'est typiquement le genre de question qu'on se pose. Et moi, je me serais tellement pas posé la question. C'est pour ça que je ne suis pas faite pour ce métier. mais je me suis dit, ça vient avec l'expérience. La question se pose. C'est vrai que les deux points de vue se valent. Et c'est pour ça que... vous êtes là. Voilà, non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une histoire de choix, en fait, effectivement. Et c'est une histoire de ressenti. Et c'est pour ça que nous, on nous confie une œuvre et en fait, on va ça passe par nous, puisqu'on est des êtres humains de chair et de sang et de sensibilité. Et c'est comment, en fait, on va ressentir les personnages et du coup, quels mots on va leur donner. Et ensuite, si on est en doublage, le comédien derrière qui va passer, lui, va voir ces scènes avec son personnage. Il va les ressentir aussi à travers lui, son émotionnel, sa sensibilité, son histoire. Il y a des choses qui vont lui parler, qui vont lui parler. Il n'y aura pas forcément un raccord total entre ce que nous, comment on l'a ressenti, puisqu'en fait, on est tous des êtres humains différents et on réagit tous différemment. Et donc, c'est en ça que, en fait, on apporte un peu de nous. En fait, on va avoir une phrase avec un mot qui va nous embêter ou qui va nous parler, et en fait, on va rester 1 heure dessus parce que, en fait, typiquement, c'est ce que on en parlait à midi avec Sabine. Je suis sur une série colombienne. Il y a une femme, une mère qui parle à son fils. Eux, ils sont c'est un peu défavorisé. Il vient d'avoir une bourse pour être dans un lycée chez les Bourges, quoi, en gros. Et il rentre, il a une espèce de cocard et elle lui dit tu peux pas te comporter chez eux comme tu le fais ici. Et elle lui dit après en espagnol il faut que tu profites de cette occasion qui t'est donnée pour en fait en tirer le meilleur parti. Et moi je me suis posé longtemps la question sur le aprovechar, le traduire par qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire c'est tirer le meilleur parti, capitaliser sur l'expérience qu'on te donne.
Et dans la bouche d'une femme qui est moins bien socialement, ça m'embêtait de passer par des mots qui ont des connotations financières en fait derrière. Donc en fait, on fait ça pour tout. On s'arrête sur tous les mots. Et là, moi, parce que par ma sensibilité, j'avais pas envie de lui mettre un mot qui avait une référence un peu pécuniaire. Donc pour l'instant, comme j'ai pas fini, je ne sais pas ce que je vais mettre, mais en tout cas, c'est parce que en fait, et pourtant c'est une phrase qui peut paraître anodine, qui peut se noyer dans un dialogue qui n'est pas si importante que ça, ni dans l'épisode, ni dans la série. Mais en fait, pour moi, elle dit quelque chose du personnage, de la situation. Et donc, parce que c'est moi, pour je ne sais quelle raison, j'ai décidé de m'arrêter là-dessus. Mais si ça avait été un collègue ou une collègue, peut-être qu'en fait, ils auraient traduit d'une façon tout à fait satisfaisante pour eux. En fait. Donc, il y a en fait, derrière chaque mot et chaque utilisation en fait, de ce qu'on choisit, quel terme, quelle expression, derrière, en fait, on y met toujours quelque chose. En fait, en tout cas, c'est là quelle est la créativité. Voilà, c'est ça. Parce que voilà, on a fait un choix on a préféré. Il y a cette phrase parce que le comédien, il a un sourire, parce qu'il a quelque chose dans l'œil, parce que il le dit d'une manière que nous, on va ressentir comme ça, parce qu'en fait, on le ressent comme ça. Et ben, ça va avoir une influence. C'est pas parce qu'il utilise ce mot que nous, on va prendre un mot complètement transparent en français, puisque la traduction, on le redit, mais on traduit pas des mots. En fait, on traduit du sens, on traduit des intentions, on traduit du sous-texte. Et donc, en fait, les mots, ils vont se charger de tout ça. Ils se chargent de comment le comédien le joue, dans quelle situation il est, à qui il parle, comment il parle. Et tout ça, ça va y avoir une influence sur les mots qu'on va choisir. Et c'est parce que c'est moi qui ai écrit cette phrase que j'ai choisi ce mot-là. Sabine, elle voit la même situation, la même scène. Peut-être qu'elle va avoir une sensibilité différente et qu'elle choisira une autre voix. Il y a presque un côté, la façon dont on parle, interprétation, dans le sens où on interprète un personnage comme un acteur. Oui, chaque phrase, on interprète chaque mot. On rentre dans la psychologie du personnage. Complètement. Pour vraiment... Ok, c'est hyper intéressant. Et concrètement, combien de temps ça prend, par exemple, pour traduire un épisode d'une série moyenne ou d'un animé Il y a une différence avec les films, je pense, qui sont peut-être un peu plus longs. Quelle est la quantité ? La différence, elle est entre le doublage et le sous-titrage. Ouais, c'est vrai que le sous-titrage prend quand même un peu moins de temps, mais bon, il faut une semaine pour un épisode à peu près, selon... Enfin, ça dépend s'il est très bavard, de 42 minutes. Ouais, c'est quand même... Oui, contrairement à ce qu'on m'avait dit au tout début, il vous faut combien pour traduire 26 minutes 26 minutes ? Non. Oui. En fait, non. Voilà. Et puis, bon, un film, c'est 2 semaines à peu près. Idéalement, plus 3, au moins 3 semaines. Et ça vous, des fois, vous regardez des trucs en boucle et ça vous prend pas la tête. Enfin, moi, j'en ai marre d'entendre la voix de ce personnage. Alors, moi, je dirais que j'ai tendance à m'attacher en fait au personnage. Alors, il y a 2 cas de figure. Soit j'aime un peu et plus ça va, plus j'aime. Et vraiment, je m'attache. Il y a des choses que j'ai traduites où on m'a dit ouais, c'était pas. Ah, mais si, moi j'aime bien en fait. Et puis, si on n'aime pas, là, ça devient terrible. C'est la torture de devoir revoir un épisode pour la 4e fois parce qu'il faut le relire, il faut le revérifier. Alors que vraiment, on n'aime pas, c'est mal écrit au départ. Parce qu'il y a ça aussi, la difficulté d'avoir des dialogues extrêmement plats qui se répondent pas. Qu'est-ce qu'on fait avec ça en fait ? Et quand on n'aime pas l'histoire, on n'aime pas les personnages, ça arrive, hein, on ne choisit pas forcément sur quoi on travaille. Là, c'est pénible. J'aime pas, moi non plus, revoir plein de fois la même chose, surtout si j'aime pas. Mais du coup, c'est effectivement, je rebondis, c'est en fait toute la question du temps. Effectivement, si on est dans des bonnes conditions et qu'on aime le programme sur lequel on est, parce qu'en fait, en doublage, on considère, on dit que une minute de film ou de série, 1 minute de programme, c'est 1 heure de travail. Donc, en une journée de 8 heures, on a fait 8 minutes ou 10 minutes si c'est moins bavard. Si c'est un dessin animé, ça peut aller plus vite. Mais si c'est verbeux, s'il parle dans tous les sens, si c'est de la sitcom, on peut faire que 5 minutes en une journée, puisqu'il y a des références culturelles, des jeux de mots. Tout ça, ça prend en fait du temps. Et en fait, la notion principale de notre travail, en fait, et on en parlait encore tout à l'heure, c'est le temps. Parce qu'on nous donne... on nous donne rarement le temps qu'il faudrait. Les programmes, ils ont mis des mois, voire des années à être faits en original. Et nous, on arrive complètement en bout de course et on est récipiendaire de tout ça. Et donc, il faut tout capter et on n'est pas forcément on comprend pas forcément toutes les nuances. C'est pas forcément notre univers. Donc, il faut rentrer dans l'univers. Et donc, faut rentrer dans l'univers, créer
la chose en français. Et ensuite, il faut avoir un temps de recul, donc laisser reposer, parce qu'il faut prendre de la distance par rapport à ce qu'on a fait. Donc avoir le temps de laisser reposer, avoir le temps de se faire relire par un collègue. Donc quand on est sur une série, qu'on est deux, effectivement, on se relit mutuellement, mais donc c'est... Le collègue, il prend de son temps pour relire son épisode, mais du coup, il nous apporte la distance nécessaire. Et après... Et l'harmonisation aussi. L'harmonisation, la cohérence d'un épisode à l'autre. Quand on est sur une série, effectivement. À écrire. Et effectivement, le temps, en fait, on a l'impression, puisque tout doit aller toujours de plus en plus vite, alors qu'il faudrait prendre son temps. Parce qu'on peut faire un premier jet... en 4-5 jours, en allant vite. Mais en fait, plus on aura de temps, plus on pourra s'arrêter sur les mots, comprendre, ah oui, mais en fait, d'accord, il dit cette réplique-là à ce moment-là parce que... alors si c'est un film, comme on a tout vu, mais si une série, il faut avoir vu, il faut regarder les épisodes sur lesquels on ne travaille pas, mais on les maîtrise beaucoup moins parce qu'en fait, on n'est pas dessus complètement. Donc en fait, c'est... ah oui, d'accord, cette réplique, en fait, c'est une référence à ça. Il dit ça à ce moment-là parce que... Et du coup, mais alors du coup, ça fait que je vais utiliser plutôt ce mot-là ou je vais aller dans ce sens-là plutôt pour... Parce que ça rebondit sur telle scène, dans tel autre épisode. Et en fait, ça, si on n'a pas le temps, en fait, on peut pas. Et tout ça, ça a été fait avant, ça a été fait dans l'original, puisque c'est de la construction. Et nous, on est censé recréer tout ça en français. Et nous, on se bat, alors bien pour être payé correctement et pour travailler dans de bonnes conditions, mais pour en fait avoir le temps. Parce que de moins en moins, en fait, on nous le donne, on nous dit toujours. Moi, je sais que je vais recevoir une série là, très attendue. Bah oui, mais on n'a plus le temps. Va falloir écrire ça en 4e vitesse. Sauf que c'est un truc attendu. Et en fait, du coup, on en est à... Voilà, et on se dit, mais c'était prévu depuis longtemps. C'est quoi le problème ? On ne peut pas décaler les choses à un moment. Ah oui. Et donc, en fait, tout doit aller vite. Et notre matière, c'est le temps. Parce que moi, je sais que quand, avant de livrer un épisode, je le relis le matin et je vais changer 3-4 mots parce qu'en fait... j'ai du recul parce que je suis peut-être passé déjà sur autre chose et du coup là je reviens un peu dessus. Oui, puis parce qu'en fait, pendant tout le temps où on travaille sur quelque chose, ça mouline en tâche de fond. Voilà, c'est ça. C'est vraiment on chope des expressions dans la rue, dans le métro, on dit mais c'est ça qu'il fallait que je mette. Il faut espérer qu'on puisse encore modifier nos adaptes. C'est passionnant et j'avais aussi une question justement par rapport au support. Vous avez donc le support audio, le support visuel et le support écrit. Oui. Parce que j'imagine que des fois, nous aussi, quand on est confronté à des accents coupés au couteau en anglais, si on n'a pas un support écrit, des fois c'est compliqué. Est-ce que vous comprenez vraiment tous les accents ? Comment ça se passe ? Évidemment. Ça dépend. Moi, je comprends à peu près tous les accents américains. Je ne peux pas dire que je comprenne tous les accents britanniques. Mais c'est vrai que ça aide. Après, les scripts qu'on a, parfois, ils sont pas forcément bons. Bien faits. Parfois, ils sont pas conformes. Il manque des choses. C'est pas les bons mots. Parfois, on comprend mieux que les gens qui font les scripts. Donc on se pose des questions à ce moment-là. Et puis pour l'image, je précise que oui, on a toujours une image. Ouais. Après, elle peut être floue, elle peut être watermarkée de la mort qui tue. On voit rien. Noir et blanc. Si c'est très confidentiel, on voit que les bouches. Le reste c'est noir. Donc comme le doublage, tout, même en sous-titrage, on s'appuie aussi sur les regards, sur les échanges. C'est très difficile d'adapter. Parfois, il se passe des choses dans la scène qu'on ne voit pas parce que l'image est trop dégradée. Ils ont peur que ça fuite, je ne sais pas. Mais je pensais naïvement que... Parce que les comédiens, ça on le savait, qu'ils avaient que les bouches sur Le Seigneur des Anneaux ou Star Wars ou des trucs comme ça. Mais naïvement, je me disais, les traducteurs au moins ou les sous-titreurs ont peut-être ce privilège. C'est rare quand on a des images de très bonne qualité. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais c'est vraiment... 5% des cas. Parce qu'il y a l'image qui est dégradée puis le son, en fait. Et nous, on travaille... on veut savoir ce qu'ils disent. Donc, effectivement, quand on a un script qui n'est pas bon et qu'on essaye de... Alors, attends, on va mettre fort, et on n'entend pas parce que le son est compressé. On n'a pas forcément plus que ce qu'ils peuvent avoir en studio quand ils ont les pistes optionnelles où ils peuvent... les bruits d'ambiance où nous, on ne peut pas les détacher. Eux, ils peuvent les avoir. Donc, on est obligé de demander... Enfin, on ne comprend pas. Est-ce que vous ne pouvez pas écouter ou m'envoyer vraiment la piste son sans la musique, sans les effets, pour qu'on ait Donc voilà, on n'a pas forcément les bonnes conditions, parce que ça joue aussi, en fait, comme c'est ce qu'on dit. En fait, on fait de la traduction audiovisuelle, on est sur de l'audiovisuel, donc en fait, on a besoin de l'audio et du visuel. C'est dans le nom. Et c'est vrai que du coup, les conditions sont un peu différentes en cinéma et en télé, en série.
C'est vrai pour tout, hein. C'est vrai pour les tarifs, c'est vrai pour le temps qu'on nous donne, mais c'est aussi vrai qu'en cinéma, souvent on a l'occasion d'aller voir avant qu'ils sortent, enfin souvent, parfois sur grand écran, et là on se dit « Ah mais merde, en fait, il dit ça parce qu'il donne le truc à machin que ce que j'ai jamais vu en fait sur mon image. » Et alors qu'en série, on n'a pas cette possibilité, on s'en rend compte une fois que c'est diffusé. Ok, oui, c'est des challenges. Donc, quand on arrive à faire du bon travail, on est magicien. Voilà, oui, là, oui. Complètement, parce que ça vous arrive aussi de vous appeler en disant tiens, là, je comprends pas ce qu'il dit. Oui, j'ai un exemple qui n'est pas très flatteur pour une collègue que je ne citerai pas pour le coup. Enfin, et pour moi d'ailleurs, parce que je parle d'un temps que les moins de 20 ans, etc. Et elle essayait de me faire comprendre, elle traduisait une sitcom américaine et il citait un réalisateur. Et comme elle me savait passionnée de cinéma, elle essayait de me redire. En fait, à l'époque, on n'avait pas le numérique pour de toute façon, déjà, on n'a pas le droit de s'envoyer des images. Hein, que moi, je ne travaillais pas sur la série. Et puis, elle essayait vaguement de me faire comprendre. Et bon, j'ai jamais réussi à comprendre. Et après, j'ai vu l'épisode et j'ai dit « Ah, c'était Kurosawa !» Mais c'était quand j'ai vu la belle image avec le bon son, c'était évident. Mais par téléphone, ça ne marchait pas, en fait. Ah ouais, des fois, c'est subtil quand même. Si t'as pas l'image qui va avec les trucs. C'est ça. Après, on comprend les notions de confidentialité et tout ça, mais c'est vrai qu'en fait, nous, si on veut travailler correctement, parce qu'il arrive aussi où on doit aller sur place pour écrire. C'est-à-dire qu'on nous envoie pas, puisqu'il faut pas que l'image sorte du studio ou de chez le distributeur, donc on doit aller en studio, enfin chez le client, écrire, et donc on n'est pas chez nous, on n'a pas nos outils Parfois, à nous. On n'a pas accès à Internet. Ouais, voilà. One Piece Gold, c'est comme ça que je l'ai fait. J'étais dans une petite salle, sans Internet, avec un ordinateur, le script, et puis ma bande rythmo et garde du corps japonais. Et voilà. Et j'avais dû signer de mon sang qu'il fallait pas qu'il y ait de fuite, sinon. Non mais on a eu ça pour les projections de presse. J'étais à celle de One Piece Red. Il y avait 4 gardes du corps japonais, garde du corps, des gens de la Toei qui surveillaient. Oui. Attends, je me la pète un peu. Est-ce que je peux raconter la projection du réveil de la force ou pas, parce que c'était un truc de fou. Ouais. Il y avait des vigiles avec des lasers qui pointaient les gens qui étaient... on pouvait même pas être sur notre téléphone parce que le téléphone, on l'avait déposé à l'entrée dans une pochette. Il y avait empreinte limite digitale. Enfin, un truc de... C'est le truc le plus dingo que j'ai eu en projection. Mais ça n'a pas beaucoup de rapport avec la traduction. Oui, mais en même temps, voilà. Mais après, c'est des contraintes qu'on nous impose de plus en plus, parce qu'effectivement, nous, on peut comprendre les conditions de sécurité, mais c'est pas nous qui allons faire fuiter quoi que ce soit, puisque nous, on a de plus en plus en watermark, on a notre nom en gros. Moi, je suis sur ma série, j'ai mon nom en gros à toute la journée. Je ne fais pas oublier comment je m'appelle. D'ailleurs, on remercie ceux qui font les watermarks de les mettre pile sur les bouches pour le doublage, pile en bas de l'écran pour le sous-titrage. Parfois, on est obligé de surélever les sous-titres pour les mettre au milieu de l'écran, parce que sinon, on ne voit rien. Ah oui, ça c'est super pratique. Encore d'autres contraintes, mais il y a aussi une contrainte en doublage. Il faut que vous preniez en compte les lèvres, les labiales. Comment on gère la traduction qu'on doit à la fois traduire et à la fois il faut que ça corresponde aux lèvres? Gymnastique, c'est vrai. On répète en même temps. Oui. Il faut que ça rentre, comme on dit. Pareil en sous-titrage, il faut que ça rentre dans la lisibilité. Donc c'est la même règle, ça. Non, mais c'est ça, c'est qu'en fait, on a cette contrainte du synchronisme. Donc qu'est-ce qu'il dit et comment on va le dire. Le but, c'est de dire la même chose différemment. Ou dire presque la même chose, comme disait Umberto Eco, la traduction c'est ça. Et donc là c'est faire de la gymnastique, c'est vraiment trouver un autre moyen de dire ce qui est dit différemment en gardant toutes les informations nécessaires, le registre de langue. Et donc c'est s'appuyer sur... Il y a des points d'appui qui sont plus importants que d'autres, des labiales ou des ouvertures qui sont... qu'il faudra beaucoup plus ménager que d'autres, et puis c'est pour ça qu'on une réplique, ça peut être 1 heure de travail, quoi. Parce qu'on est obligé en fait, moi je pars d'abord du naturel. Qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui est dit à ce moment-là par qui, et donc qu'est-ce que naturellement je dirais si j'étais comme ça. Donc c'est déjà la base de travail, et après
on trouve quelles sont les informations importantes. Est-ce qu'il y a des choses qui sont en original qui sont pas intéressantes parce que c'est la langue, c'est de l'oralité, c'est des choses qui sont pas des scories, mais c'est des choses qui sont pas nécessaires, qu'on peut enlever, qui vont nous faire gagner de la place. Les Américains ou les Japonais n'arrêtent pas de te dire leur prénom, toutes les phrases. Culturellement, je ne sais pas pourquoi, mais en japonais, ça fait quelques animés que je fais, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. À toutes les phrases, ils se disent comment ils s'appellent. Ils n'ont pas besoin de watermark. Non. Et en fait, nous, ça nous fait gagner des battements parce que en fait, on va pas répéter à toutes les phrases le prénom parce qu'on considère que le spectateur, il a compris au bout de l'avoir dit 2 ou 3 fois où on va les mettre dans des répliques importantes, sur des scènes importantes, mais dans la vie quotidienne, on ne s'appelle pas par son prénom toutes les 2 secondes. Je fais un clin d'œil à Mélanie Anne Paillet qui a dirigé pas mal d'animés ou que j'ai vu en studio et qui a fait la même réflexion en disant « Ah non, là tu me vires le prénom, c'est pas possible ». Oui, et en japonais, il y a un truc qui est compliqué. Moi, c'est que parfois, il y a une phrase qui est dite par un personnage et puis l'autre personnage dit « Yamada-san », juste le nom. Et tu dis... Et ben en fait, là, tu te dis, moi, j'aimerais effacer cette réplique, mais je peux pas puisqu'il y a l'image. Et en fait, là, nous, on est obligé de recréer du sens. Ouais. On est obligé de... Pourquoi elle le dit ça ? Alors là, c'est l'intonation qui va nous donner ou quelle est la situation et on va y mettre du sens. On va lui faire dire quelque chose plutôt que de... Parce que... Non. Sabine. En fait, en plus, c'est injouable pour un comédien d'avoir juste ce prénom qui est une réponse. Et ça m'est arrivé dans un projet dont je ne peux pas parler parce que c'était pas encore sorti. Mais il y avait un combat, etc. Et il se faisait... C'est que des prénoms. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On est obligé de mettre du sens là, parce qu'on va pas du tout répéter les prénoms qui servent absolument à rien. Donc, c'est remettre du sens, voilà. Donc, c'est parce que là, pour le coup, on peut pas effacer. Autant peut-être qu'en sous-titrage, si ça passe assez vite, comme on l'entend... En fait, ils peuvent ne pas mettre de sous-titres parce que... C'est mieux. Plutôt. Alors, on peut remettre, surtout quand c'est des langues moins parlées, moins connues. On peut... Là, j'ai eu un cas où j'avais une langue, pas de l'anglais, et il y a un personnage qui dit plusieurs fois non. Et c'est de l'hawaïen, ça dit ahola. Et la personne qui regarde, elle va pas ça. Dans un non en anglais, on va pas forcément le sous-titrer. Les yes, les no, et des choses comme ça. Un ahola, même s'il le dit 3 fois de suite, on va mettre 3 fois non parce que les gens vont peut-être... c'était une longue scène et bref. Et les prénoms, effectivement, on peut les faire sauter. On peut ne pas sous-titrer. On a le luxe de pouvoir ne pas sous-titrer. Je me souviens d'un cas où, justement, une harmonisation entre doublage et sous-titrage sur une série où les auteurs... Alors, on fait... je vais parler des simulations et des vérifications. La vérification du texte avec ses collègues, ça s'appelle en sous-titrage une simulation. C'est-à-dire qu'on simule la diffusion, mais on peut s'arrêter, on peut modifier. Et en doublage, c'est une vérification, en général avec le directeur artistique, quand il y en a, parce que les simulations et les vérifications, surtout en série, ont tendance à disparaître. Oui. Et là, comme on commençait la série, et les auteurs de doublage étaient venus à la simulation, ce qui n'arrive d'habitude pas. Okay. Et moi, j'étais aux manettes, j'étais pas une des autrices, c'était moi qui faisais la partie technique. Et à un moment, il y a un « Oh my God !» Et il n'y avait rien en sous-titres, ce qui est normal pour moi. Et j'entends derrière moi qu'il dit « Merde alors !» Parce que l'auteur de VF, il attendait avec impatience de savoir comment les sous-titreurs avaient sous-titré ce « Oh my God !» Et en fait, il n'y avait rien. Et voilà, ça, c'est un luxe qu'on a en sous-titrage. Ok, c'est marrant parce que je crois que quand tu étais venu nous parler de Dragon Ball Super, tu nous avais parlé d'un exemple avec « Oh my God !» Je sais plus de quoi tu parles. Oui, parce qu'en fait, il y a des expressions ou les commandes en anglais ou les I mean parfois qui peuvent être très chiants à traduire en fait parce que en fait ils sont porteurs il n'y a pas de sens derrière, donc en fait soit on s'en sert comme des tremplins où on peut remplir avec autre chose si on manquait de place, soit il faut trouver quelque chose effectivement, mais en français on le fait en fait il y a c'est du langage fatigue, tout ça, c'est qui n'apporte rien mais dont on peut se servir, soit en fait on les élimine, mais quand ils sont complètement isolés dans une phrase où c'est une réplique,
effectivement, en sous-titrage, ils ont parfois le luxe de pouvoir ne rien mettre du tout. Nous, on est obligé de mettre quelque chose. Et en fait, c'est là où il faut parfois remettre du sens, en fait. Parce que vraiment, le japonais, comme ça faisait longtemps que j'en avais pas fait et que j'ai commencé l'année à faire plein d'animés japonais, j'avais oublié qu'ils disaient leur prénom tous les 4 matins et qu'il fallait remettre du sens. Parce qu'en fait, le dialogue, en plus, il y a une perte de fluidité en français. Parce que du coup, ils rebondissent l'un avec l'autre dans leur échange. Et si on mettait pareil que des prénoms, sauf qu'en fait, c'est porteur de. Ils le disent parce qu'ils sont tristes ou parce que j'ai été choqué de ce que tu viens me dire. Donc en fait, on va y mettre une intention en fait, que derrière le comédien pourra jouer. Et il y a aussi le cas où, en doublage, là je te pose la question, où des acteurs font des mouvements de bouche mais ne disent rien. Voilà, ça arrive beaucoup. Et parfois, on s'arrête et on dit, mais elle dit quelque chose ? Ah non, elle bouge juste la bouche. Et là, parfois, vous êtes obligé de mettre quelque chose. Ça va dépendre du client. Ouais. Effectivement, soit on va faire du idem VO, c'est-à-dire que si en VO, il dit rien, on va rien dire. Ou alors, si c'est juste des amorces, parce que quand on commence à parler, on a des amorces, en fait, donc on commence à bouger les lèvres, on va pouvoir gagner 1 ou 2 battements et qui vont peut-être nous faire gagner un peu de place. Donc, on peut s'en servir ou on les laisse à vide. Mais effectivement, il y a certains diffuseurs qui veulent beaucoup remplir, en fait, quand il y a on appelle ça donc les réacs, les MTS ou les petits bruits de bouche, en fait, qui sont pas forcément sonores en VO, mais que on va remplir, ou même en animation, il y a parfois des battements à vide qui c'est tellement expressif, en plus, surtout en animation japonaise, que nous, on va tendance à vouloir les remplir de quelque chose. Les comédiens, ils appellent ça les habiller, en fait. Donc, c'est mettre un peu de souffle dedans, ou une petite réac, un petit A ou quelque chose. Parce qu'en fait, c'est aussi ça qui donne de la vie, en fait, au dialogue. Parce que parfois, on a l'impression que ça manque. Effectivement, en sous-titrage, ça, vous n'avez pas du tout. Est-ce que ça vous arrive d'aller en studio pour vérifier que... Alors moi, non. Vos mots... Moi, je ne fais pas de doublage. Mais justement, ça te concerne aussi parce que est-ce que toi, une fois que tu as rendu ton texte, on peut te le changer ? C'est-à-dire, là... Alors, légalement, on n'a pas, personne n'a le droit de... Droit moral. Ouais, en fait, on est auteur du point de vue du Code de la propriété intellectuelle. La traduction d'une œuvre est une œuvre. Donc, légalement, on n'a pas le droit. Après, il y a le droit moral et puis il y a ce qui se fait. C'est assez rare, heureusement. En général, on a quand même des clients qui, non seulement sont conscients de ça, mais en plus, de toute façon, ont envie de travailler avec nous. Donc, ils vont nous faire des suggestions ou nous demander de relire et de faire d'autres propositions, mais on va décider ensemble de ce qu'on modifie ou pas. Moi, je crois que ça m'est jamais arrivé. Il y a eu des corrections, graphiques. Par exemple, j'ai fait la série Mad Men avec Caroline Maigret. À partir de la saison 3, je précise, je ne suis pas responsable des sous-titres des 2 premières saisons. Et en fait, quand c'est arrivé, on l'a fait pour Canal+. Et quand c'est arrivé sur Netflix, c'était à une époque où les normes Netflix étaient très, très strictes. Toutes les heures, il fallait les écrire en toutes lettres. Donc, on se retrouve et ils nous ont pas demandé notre avis. Ils sont repassés sur les fichiers. Et en fait, quand ils disent « on se voit demain à 9h », c'est écrit 9 en chiffres et heure... ou non, c'est le contraire, pardon. 9 en chiffres et H tout seul derrière. Voilà, parce que la graphie, c'est hyper important aussi en sous-titrage. Le but du sous-titre, on parlait des contraintes en doublage qui sont donc les mouvements de lèvres. En sous-titrage, c'est le temps de lecture. Il faut que ça se lise, il faut qu'il n'y ait rien. Tu parlais de suspension of disbelief en anglais. Il faut que rien ne nous fasse sortir de l'histoire. Il ne faut pas qu'on bute sur un mot et sur une graphie. Quand on bute sur... on lit 9H. Qu'est-ce que... on n'est plus dans l'épisode. Là. Le but du sous-titrage, c'est de ne pas se voir, en fait. C'est d'accompagner, c'est qu'on n'ait pas l'impression de lire, qu'on ait l'impression de comprendre, même si, en fait, on ne comprend pas la langue. Et donc voilà, il faut que tout soit... En fait, un bon sous-titrage, on dit souvent que c'est un sous-titrage qui ne se voit pas. Parce que justement, tu parles de graphie, il y a une charte, parce que des fois, il y a des sous-titres jaunes. Alors ça, c'est chez Arte. C'est spécifique à Arte. Alors, je ne sais plus pourquoi jaune à l'origine. C'est du télétexte. Alors, c'est vrai que c'est un autre format de sous-titres, mais c'est vraiment... Il y a un seul autre cas où j'ai eu à mettre des sous-titres jaunes. C'était une série où il y avait 2 langues. Et 2 langues non anglophones et c'était l'hébreu et l'arabe. Et pour distinguer les deux, comme on sous-titrait tout, il y avait, je ne sais plus laquelle était sur Faouda. Je ne sais plus, là j'ai beaucoup de binômes. Voilà, on avait mis
une langue dans une couleur et l'autre en blanc. Okay. Oui, pour bien que c'est pour que le pour spectateur comprenne qu'en fait, parce qu'il y avait des histoires comme il y a plusieurs langues. Israéliens infiltrés, machin, donc il fallait que le spectateur sache à chaque fois quelle était la langue parlée. Mais sinon, les couleurs, c'est plutôt pour le sous-titrage sur les blanc. Et sinon, oui, par rapport à ta question, aller en studio, moi j'essaye vraiment d'y aller le plus souvent possible. Enfin, le plus souvent possible, oui. Quand je peux, et surtout sur les séries ou que j'ai été content, ou qui m'ont demandé un peu, que ça a été compliqué d'accompagner en fait le bébé jusqu'au bout, quoi, finalement, d'une certaine manière. Parce que c'est comme ça qu'on continue d'apprendre, puisqu'en fait, on écrit, nous, effectivement, le sous-titrage, la traduction qui est faite, elle est directement, le spectateur l'a directement en la lisant. Nous, en fait, le spectateur, il a notre travail, parce que notre travail passe dans la bouche d'un comédien. Oui. Donc, en fait, on écrit déjà des textes qui doivent pouvoir être jouables. Et donc, c'est important de ne pas se couper. Moi, je l'ai toujours dit, et j'y suis allé dès que j'ai commencé à travailler beaucoup en plateau, et je continue à y aller assez régulièrement. Puis moi, je me forme en tant que comédien je suis à côté, et puis en fait, je me forme en tant que comédien derrière le micro aussi. Donc en fait, je suis en formation, je fais des formations assez régulièrement. Et donc, je vois aussi, j'apprends beaucoup en étant en fait derrière le micro, de voir comment en fait, parce que le rapport au texte n'est pas du tout le même pour les comédiens que pour nous qui l'écrivons. Oui. Mais donc, c'est important effectivement d'aller voir ce qui peut, enfin pourquoi quand ça fonctionne pas, pourquoi ça fonctionne pas. Et c'est pas forcément la faute du texte. Mais pourquoi en fait, oui, pourquoi il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Il y a que en étant en fait sur le plateau et en discutant, enfin en voyant les comédiens et puis en discutant avec l'équipe, les comédiens et le directeur artistique ou la directrice artistique. Donc c'est important puisque notre travail, nous, il passe par le comédien ensuite, donc c'est important de ne pas s'en couper. Okay, c'est intéressant parce qu'on était il y a quelques temps au studio de The Boys, saison 4, je crois, et le comédien Jérôme Powell, à un moment, il devait dire, le protecteur devait dire un nom, ça lui est venu, au lieu de dire le nom il devait interpeller donc un mec, et au lieu de dire son nom, il dit « trop de balles !» Et ils ont gardé ça. Donc, du coup, ils ont changé le nom qui a été écrit avec quelque chose qui se rapproche peut-être plus de ce que dirait le protecteur. Il a peut-être plus osé parce que l'adaptatrice était sur place et a dit « Pourquoi j'y ai pas pensé ?» Oui. Il a tenté et ça a été validé par la maîtresse du coup du doux. C'était Léa Benguigui, je ne sais pas si vous la connaissez. Léa de nom, oui. Qui a écrit les doublages de The Boys. Et c'est ce genre de moment qu'on trouve un petit peu... Oui, de toute manière, en fait, le comédien... alors, normalement, on est censé avoir fait un texte qui fonctionne, mais effectivement, dans le jeu, et surtout sur des séries où ils connaissent leurs personnages, il y a une intimité qui s'est créée avec leurs personnages, leur émotionnel, etc. Donc, ils peuvent, sur le moment, en fait, parce qu'on est vraiment dans de l'instantanéité, on est dans de l'instinct, y a des choses qui vont venir et qui fonctionnent très bien et tant mieux. À l'inverse, il arrive aussi souvent qu'en fait ils changent le texte et qu'ils mettent des contresens ou qu'il y ait des erreurs de commises qui sont pas du fait des auteurs mais du fait des comédiens qui ont changé le texte. Mais c'est normal que le texte il puisse être modifié un minimum en fait, ne serait-ce que par puisque le comédien il va s'approprier en fait le texte qui lui est donné, donc il va le dire parce que nous on se pose toujours les questions, est-ce qu'on note les négations, est-ce que les nœuds de négation, les nœuds de négation, puisque en fait il y a plein de fois plein de personnages, quand dans la vie on parle naturellement, on ne les fait pas, et en fait il y a des DA qui veulent qu'on les mette tout le temps, il y en a qui s'en fichent. Mais ça a une incidence aussi en fait sur le jeu, mais voilà, le comédien de toute façon il s'approprie le texte, après on veut pas qu'il en fasse ce qu'il veut, puisque a priori on est passé, lui le comédien il voit pas tout le film ou tous les épisodes, donc en fait il a pas conscience, que je disais tout à l'heure, quand on a pesé chaque mot. En fait, si on a construit quelque chose, si à partir du moment où en fait il enlève quelque chose on a créé quelque chose en français, qui va se casser la figure. Ou alors si c'est des références
qui n'ont pas comprises parce que les comédiens parlent anglais, mais ils n'ont pas la maîtrise que nous, on peut avoir de l'anglais. Et si on ne parle que de l'anglais, là, parce qu'on ne double pas que depuis l'anglais. Mais du coup, il y a ces problèmes-là où ils croient parce qu'ils entendent tel mot. Typiquement, j'étais en formation il n'y a pas très longtemps et on était sur une espèce de téléfilm qui valait ce qu'il valait, mais et c'était une scène entre, je crois, 2 jeunes mariés. Le mec, il allait hériter de $2 millions ou je ne sais quoi. Il y avait une phrase avec, en fait, sa future épouse l'engueulait parce qu'elle allait se faire berner de ne pas avoir ces $2 millions que lui avait hérité, ou je ne sais plus trop quelle est l'histoire, mais en tout cas, il disait... En anglais, I'm gonna share. Et en fait, ça avait été adapté, alors je me souviens plus la formulation, mais il n'y avait pas le mot partager, et le comédien qui était là en formation, il a entendu share, il sait que share ça veut dire partager, il a dit c'est dommage qu'ils aient pas mis partager. Alors ça avait pas été mis partager sans doute parce qu'il y avait une labiale, et donc il s'est entraîné avec la phrase et puis il l'a fait en disant partager pour essayer ce qui fonctionnait aussi. Mais c'est pas parce qu'en fait le comédien entend un mot qui sait ce que ça veut dire qu'en fait on va aller vers là, puisque tout à l'heure c'est ce qu'on disait, on traduit pas des mots, on traduit du sens. Là en plus c'était une espèce de téléfilm pour TF1 où TF1 ils essayent de faire des trucs un peu avec les phrases parfois. Donc il y avait sans doute une raison en fait. Moi je sais pas du tout qui avait écrit, mais il y avait sans doute une raison et puis même moi je m'étais dit en fait, vu comment il le dit. Le comédien à l'écran, en fait, ça faisait un peu le garçon qu'on a pris un peu en faute. Et moi, je leur ai même dit, mais je te l'aurais donné comme un petit garçon, en fait, plutôt que de partager ou la formulation en français. C'est pas très naturel. J'aurais partagé. Après, il y a des choses qui peuvent se défendre, mais du coup, voilà, les comédiens, voilà, parce que s'ils comprennent la langue du programme qui double, ils peuvent se dire, oui, bon, j'ai entendu ça et j'ai pas ce mot-là. En fait, mais voilà, nous, on ne traduit pas des mots, et donc voilà. Mais les modifications de texte, il y en a toujours un petit peu. Tant que ça ne porte pas à conséquence, c'est pas grave. Oui, parce que voilà, je disais, normalement, ils n'ont pas le droit, droit moral, mais parce mais après, il y a des vérifications. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que sur les films ou sur les grosses séries, et notamment sur les premiers épisodes, on fait des vérifications. Donc, on va en studio avec le DA et le client. L'auteur, il passe tout son épisode ou tout le film. Et donc, en fait, c'est un passage de relais, c'est-à-dire qu'on s'accorde sur le texte, voilà, on change les répliques s'il y a des répliques à changer. Et une fois que la vérif, elle est faite, le DA, il sait qu'en fait, le texte, il est validé. Il sait qu'il va pouvoir le défendre aussi auprès de ses comédiens. Les changements à la marge ou les changements un peu d'oralité ou d'appropriation, ça, c'est très bien. Enfin, c'est pas grave du tout. Là où c'est problématique, et après, si c'est une meilleure blague ou si c'est parce que dans le feu de l'action, le comédien, dans son personnage, dans le truc, il y a quelque chose qui vient et qui marche, bon, très bien. Mais là où c'est problématique, c'est quand il y a des contresens qui sont mis ou des références qui sont changées et on nous a pas demandé notre avis. Et à la fin, c'est nous qui signons l'épisode. Et en fait, moi, j'ai eu ce cas-là avec Tomorrow is Another Day de Autant en emporte le vent. Alors que c'est une citation qui est connue, qui est beaucoup connue en anglais. Moi, elle était citée dans un épisode, dans un policier où il y avait plein de répliques de vieux films qui étaient données. Moi, j'ai fait mon travail. Je suis allé voir quelle était la VF de Autant en emporte le vent en 1950 et quelques, ou 40 et quelques même. Le film date de 39, mais je ne sais pas de quand la date le VF, doublage. elle est un peu plus doublée plus tard. Ouais, un petit peu plus tard, je crois. Et je suis allé vérifier, parce que comme c'était, voilà, même si la référence en français, elle parle beaucoup moins qu'en anglais. Je crois, dans mes souvenirs, c'est Demain le soleil luira encore. Donc moi, j'ai mis ça sur ma bande, puisque en fait, j'étais raccord avec... Et ben en fait, quand j'ai vu l'épisode à la télé, Demain est un autre jour, quoi. Parce que je pense que le DA ou la comédienne, Tomorrow is another day, demain est un autre jour. Oui, d'accord. Voilà. Sauf qu'en fait, il y a eu un changement de ce qui. Voilà, moi j'avais fait mon travail. Oui. Ils auraient dû enregistrer ce que j'avais fait. Ils ont changé, voilà. En plus, c'est le genre de petits détails que nous. Et c'est ça. Et en fait, et nous, on va pas faire un commentaire composé de notre adaptation et l'envoyer. Fais pas de note de bas de page. De temps en temps, en fait, sur des trucs où je sais qu'il y a des fautes de français qui peuvent être facilement faites ou parce qu'effectivement c'est une référence et que là je l'avais pas noté, mais sur les autres je les avais notés que c'était tiré d'une réplique machin, mais là je l'avais pas noté. Moi, de temps en temps, je note des trucs où on
on envoie un mail au DA, attention là, ci ou ça. On peut le faire, mais en fait, on peut pas le faire sur, comme on n'a pas beaucoup de temps, on peut pas le faire sur tout. Puis notre travail, si on l'a fait consciencieusement, en fait, ce qu'on a écrit, a priori, ou alors effectivement le DA il est en plateau, il va appeler l'auteur, je comprends pas ce que tu as fait là, c'est quoi, pourquoi, bon, c'est prendre du temps, mais et le temps c'est ce qu'on a très peu, mais c'est toujours on en revient toujours là, hein, mais en tout cas on peut malheureusement pas le faire, mais c'est ce qui devrait être fait dans le meilleur des mondes, c'est que en fait effectivement il y a un vrai passage de relais, un vrai et puis une vraie confiance en fait entre l'auteur, le DA, les comédiens. D'ailleurs le temps c'est ce qui va nous manquer, il va falloir qu'on conclue l'émission, mais juste avant je voulais me tourner vers Thomas et Manon parce que je voulais vous demander s'il y a une phrase, un petit gimmick que vous retenez qui a été traduit complètement différemment en VF. Et moi, je pense au nom de Zeus de Retour vers le futur. Tu m'as tiré les mots de la bouche. Ah oui, évidemment, je pense que c'est le premier qui vient. Ouais. Bah oui, c'est le premier Est-ce qu'il y a un truc qui vous vient comme ça? C'est vrai que dans Retour vers le futur, il y a beaucoup ce genre de choses. Il y a Calvin Klein, Pierre Cardin pour Calvin Klein. Oui, ça, c'est les notions culturelles qu'à l'époque, on avait moins. Mais oui, je pense à Retour vers le futur d'emblée, mais il y en a sûrement d'autres. Tu nous prends au dépourvu. Il y a un problème qu'on a de façon récurrente. Tu parlais de Tomorrow is Another Day, mais il y a d'autres répliques très, très connues aux États-Unis. I Pity the Fool, ce genre de choses, qui n'a pas été traduit en VF, qui a été complètement escamoté je crois que c'est dans Rocky 3. 2, je crois. C'est dans un Rocky. Il y en a quelques-unes comme ça qui sont très très récurrentes dans les séries. Et quand on veut faire son travail et qu'en général, même pour le sous-titrage, on va plutôt aller regarder comment ça a été doublé parce que c'est ça qui est plutôt connu. Et ben en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien et on est bien embêté. Oui, au nom de Zeus, évidemment. Non, je pense, et ça, je ne sais pas si ça relève de vous ou s'il y a des spécialistes, entre guillemets. Je pense à toutes les adaptations des chansons Disney, par exemple, qui sont quand même, pour la plupart, pas, je ne vais pas dire très loin de la VO, parce qu'on garde quand même le sens, évidemment. Mais je prends l'exemple de Ce rêve bleu. On sait tous. En anglais, voilà, A Whole New World. On n'est quand même pas sur la même notion. Comment on en arrive à ce genre de traduction, ça m'a toujours fasciné. Et je me dis, mais en fait, j'ai souvenir d'une vidéo où on faisait écouter les versions justement adaptées des chansons Disney à des Québécois. On leur faisait écouter les versions françaises et nous, les Français, on écoutait les versions québécoises. Et il y avait toujours ce truc des Québécois qui disaient, mais en fait, c'est pas du tout comme en VO. Et eux, ils sont très littéral. Oui. Et du coup, on perd la poésie et je me dis, mais qu'est-ce qui vaut le mieux? Je sais, je connais, je suis patriote, n'est-ce pas? Évidemment que nos chansons sont meilleures, n'en déplaise aux Québécois, mais c'est vrai que dans un sens, quand ils ont entendu Ce rêve bleu, ils étaient là, mais pourquoi? Et je savais pas quoi leur dire. J'étais là, c'est beau, c'est tout, c'est beau, c'est poétique, voilà. C'est une adaptation et oui, je sais pas du coup s'il y a des personnes spécialisées. Si, là, en fait, les chansons, c'est souvent des paroliers pour le coup qui le font. On nous demande pas à nous de le faire, c'est vraiment des. Là, moi, j'ai fait il y a des cas, il y en a qui font les deux. Oui, il y en a aussi, oui, bien sûr. Et moi, j'ai bossé là sur une série d'animation qui va sortir où les chansons confiées à un auteur de chansons, un parolier, en fait. Il a le même. C'est les mêmes problématiques, c'est des problématiques de rime, de pied et de sens. Et donc, effectivement. Mais après, sur une chanson, effectivement, il faut que ce soit. Pareil, chantable, faut que ça reste dans la tête. C'est une chanson en fait, donc c'est travaillé. C'est vraiment un travail d'écriture aussi, quoi. Je vais un peu te donner quelques billes, Thomas, qui vont te plaire. J'ai deux trucs qui me sont venus en tête. Vas-y. Peut-être que je les ai déjà. Mais pour te répondre, alors moi j'aime beaucoup. Après c'est une traduction assez proche finalement, mais I'm too old for this shit. Je suis trop vieux pour ces conneries. Je suis trop vieux pour ces conneries, sinon ça rentre pas. Et en restant sur du Disney, j'ai fait un article il y a pas longtemps sur les. Alors je pense que ça c'était des libertés que au niveau de la traduction on prenait beaucoup plus dans les années 90 ou 80 peut-être. Mais il y a une réplique du Bossu de Notre-Dame où en fait Quasimodo revient d'un rendez-vous avec Esmeralda et les gargouilles l'accueillent et il y en a une qui lui dit bravo, t'as enfin allumé une gitane. Alors pour les fumeurs, ça veut. Et donc évidemment les enfants ne s'en rendent pas compte, beaucoup d'adultes non plus, mais ceux qui connaissent évidemment, il faut pas fumer, c'est pas bien, mais la blague est rigolote quoi. Mais c'est en ça, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est en ça que notre travail, c'est ça en fait, notre travail c'est ça, on prend des mots
Et en fait, qu'est-ce qui va nous porter l'image va nous inspirer des choses, en fait, les personnages. Et effectivement, la langue française, parce qu'on est inspiré à ce moment-là, il y a quelque chose qui nous vient. Moi, il y a un exemple que je cite souvent, c'est « You look great ». Comment on traduit ça ? You look great, c'est quelqu'un qui... t'es superbe. Voilà. Si c'est... moi, je l'ai eu, en fait, dans une scène, et en fait, c'est un garçon qui voit sa nana arriver, et il le dit avec un petit air un petit peu coquin, machin, et moi, je lui ai fait dire, t'es à croquer, en fait. Et s'il est habillé en vampire parce que c'est Halloween, et ben voilà. Et il y aura eu que You Look Great, en fait, dans la VO. Et en fait, du coup, je me suis pas du tout éloigné de ce qu'était la VO. La VO, elle dit ça, You Look Great, t'es à croquer, c'est ce que ça veut dire. Mais si on peut y mettre, en fait, un peu de saveur, parce que, en fait, la langue nous permet ça, et pourquoi se priver, en fait ? Parce que enfin, en tout cas, c'est ça notre travail, quoi. Et l'IA, ça, le You Look Great était à croquer, elle pourra pas faire le même rapport parce que elle sait pas. Il y a des gens qui vont dire que la VO c'est mieux après ça. Je ne comprends pas. C'est impossible. Parfois, si c'est nécessaire, si c'est très écrit, si c'est plein de jeux de mots, on va faire ça aussi en sous-titres. Hein. Parfois, on s'éloigne. Encore une fois, on ne traduit pas des mots. Et juste avant de justement poser une question par rapport à l'IA, je donne 2-3 exemples que j'adore et qu'on avait... Merci Manon d'avoir fait ce petit listing de petites expressions. Les gens étaient très inspirés. Oui, parce que pour reciter, en fait, on a posé la question il y a quelques mois sur X, quelle réplique en VO vous trouvez que la France a magnifié, alors que ce soit en doublage ou en sous-titrage. Et beaucoup d'insultes nous sont revenues, parce qu'apparemment, on est très doué pour écrire des insultes. On a beaucoup d'imagination. Non. Asbin Hotel était en top des réponses de ce tweet d'ailleurs. C'était avec le fameux Maître Brackmar, n'est-ce pas ? Appelez-moi Maître Brackmar. Appelez-moi Maître Brackmar. Qui est Dick Master en VO. Et du coup, pour l'émission, on a ressorti quelques-uns. C'est vrai moi, que il y en a une qui me fascine particulièrement, c'est dans Predator. Depuis que je suis petit, que j'ai découvert ce film. Bon, je sais, j'étais petit, je l'ai découvert, c'est assez violent, mais je continue d'adorer ce film. À la fin, il lui dit You one ugly motherfucker. Ah oui, t'as une gueule de porte-bonheur là. Toi, t'as pas une gueule de porte-bonheur. Voilà. Bah oui, non, mais ça, c'est génial, effectivement. Génie, c'est comment tu peux penser à ça ? Comment tu peux penser ? Et ben voilà. C'est parfait, c'est dans le ton du personnage qui est pas aussi vulgaire dans tout le film, et là, il lui apporte une... c'est une expression qu'il a inventée. Oui. J'ai jamais entendu personne dire ça. Moi, je le disais quand j'étais gamin, toute ma scolarité, je le disais parce que... Et ça, typiquement, en fait, c'est des choses qu'on pourra effectivement... Alors, avant, ils avaient peut-être plus de latitude au niveau du texte parce qu'il y avait moins de... Là, en fait, effectivement, on va souvent nous dire oui, bah, on va faire idem VO, quoi. Ce qui veut pas dire grand-chose, puisqu'on parle pas... Enfin, je veux dire, ce qu'on disait, on traduit pas des mots, quoi. Ouais. Et effectivement, en fait, là, dans le genre dans la situation, en fait, c'est super intéressant d'avoir traduit ça comme ça. Et effectivement, ça a une saveur particulière, parce qu'en anglais, c'est une insulte banale. Et c'est vrai que là, bah ouais, c'est chouette, quoi. Mais quand on peut se le permettre, parce qu'il y a des clients qui vont dire ben non, mais en fait en anglais il est pas imagé, donc on va pas être imagé, quoi. Pour le coup, en fait, mais parce que je pense que c'est les gens considèrent que la traduction c'est prendre un mot dans une langue et avoir le même en fait dans la langue d'arrivée, sauf qu'en fait c'est pas ça. C'est ça, exactement. Et j'avais une petite dernière qui va plaire, je pense à Thomas aussi. C'est You make like the tree and you live. Qui a été traduit dans Retour à le futur par Tu fais comme dans l'infanterie et tu te tires. Ah oui, et tu te tires rien. Oui. Et là, oui, ça c'est super. C'est du petit lait. Non, mais ça, quand on peut, ça c'est génial quand on peut les faire. Je vous recommande de comparer la VF et la VO de Princess Bride. Ah. En VO, c'est très plat en fait. Ouais. Et j'avoue, je suis plutôt je suis vraiment une fan de VOST. Je regarde peu de VF, mais bon, voilà, je l'ai d'abord vu en VF plusieurs fois. Et la première fois que je l'ai vu en VF, je me suis dit, bon, c'est pas drôle en fait. Ouais. Alors, dernière petite question avant de conclure, tu l'as un peu amorcé, c'est par rapport à l'intelligence artificielle. Comment ça se passe dans votre milieu ? Est-ce que vous commencez à dire qu'il va falloir l'utiliser pour aller plus vite ? Comment ça se... C'est ce que croient nos clients. Ouais. Nos clients, certains clients, surtout clients américains, croient que ça va être la solution miracle pour gagner du temps et de l'argent. Ça fait gagner ni du temps ni de l'argent. Pour nous, c'est pas un outil parce qu'en fait, ça revient à changer complètement de métier, à ne plus rien créer, mais à se contenter de corriger des erreurs, probablement des erreurs
qu'on n'aurait pas faites de toute façon. Ça prend plus de temps de revenir sur un texte déjà écrit, mal écrit, que de repartir de zéro et de faire tout ce dont on parlait, la créativité, l'instinct, la sensibilité. Tout ça, c'est des choses que la machine n'a pas. Donc lui, il va transcoder d'une langue dans une autre. Et quand ce ne sera pas de l'anglais vers le français, pour donner cet exemple, il va passer par l'anglais de toute façon. Donc, il va passer de telle langue à l'anglais, puis vers le français. Il va toujours passer... En gros, il y a soit les Américains, soit les Chinois. Donc ça passera que par 2 langues, avec un vocabulaire formaté. Enfin, voilà. On ne veut pas de traduction standardisée. On ne veut pas enlever tout le sel dont on a parlé tout au cours de cette émission. Et puis surtout, encore une fois, c'est un autre métier. Donc, ça prend du temps, ça coûte autant parce qu'il faut revenir plusieurs fois dessus. Sans parler du coût écologique, humain de l'IA. Et pour nous, ce n'est pas du tout une solution. Ce n'est pas un outil. Okay. Oui, et je rajouterais simplement l'IA... Enfin, ce qu'on nous vend là, l'IAG, ça repose 99% sur le plus gros braquage de l'humanité, puisqu'en fait, c'est l'aspiration de données qui ne sont pas libres de droit, et donc en fait, c'est un enrichissement sur le dos des autres, tout comme en fait, on fait travailler des travailleurs pauvres dans les pays du Sud global. Donc c'est une vaste fumisterie. Et vivement que la bulle éclate, parce que je pense que ça va éclater, vu qu'en fait on a vu là dernièrement les histoires avec Ghibli, là, où ça a fait fondre les serveurs, parce que tout le monde voulait s'amuser à faire à faire comme quoi. Et en fait, moi c'est ce que je disais, on peut tous être artistes dans notre domaine. En fait, on a tous la musique, les mots, la peinture, l'art. Enfin, l'être humain, il a ça en lui. Il faut juste le trouver. Et en fait, ça sert à rien de s'amuser à faire comme, en fait, et à pomper, en fait, du travail qui n'est pas le sien. Nous, on n'est pas rémunérés pour. On nous a pas demandé notre avis, ce qui est la base du droit d'auteur, quand même. Donc, en fait, effectivement, on est avec les associations de comédiens pour qu'il y ait un encadrement en fait juridique clair, en fait, pour que tout le monde en fait qu'on nous donne, qu'il y ait un cadre donné, et après on fait ce qu'on veut dans ce cadre-là. Tout notre travail en fait a été pompé pour qu'en fait on puisse faire de la traduction automatique, ce qui est ridicule, quoi. Qui est fan, et vraiment c'est pour les spectateurs aussi. Qu'est-ce qu'on veut en fait? Est-ce qu'on veut avoir de l'interprétation personnelle, de la créativité, de la magie, comme tu disais? Est-ce qu'on veut des traductions plates, mot à mot? Et puis, il faut imaginer un monde où les scénarios sont faits par IA et les traductions sont faites par IA et les voix sont faites par IA. Enfin, c'est l'horreur, quoi. C'est terrifiant. Oui, et puis c'est le tout de suite, en fait, aussi. C'est ce qu'on en revient à cette histoire de temps. C'est-à-dire qu'en fait, on va tous mourir à un moment donné, on va tous au même endroit. Mais en fait, à quoi ça sert d'aller si vite pour en fait surtout que ça ne va pas plus vite dans notre cas. Non, dans notre cas en plus ça va pas plus vite, quoi. Donc c'est prenons le temps de pouvoir écrire T'as pas la gueule d'un porte-bonheur, quoi. Non mais c'est vrai, en fait, parce que ça effectivement la machine elle l'aurait jamais trouvé. Et en fait, si notre métier demain devient, en fait, vous n'êtes plus des traducteurs, vous n'êtes plus des auteurs, vous êtes des correcteurs de machines. Moi déjà je dis au revoir. Et en fait ça ne nous viendrait jamais à l'esprit, puisque en fait on rentrerait pas dans le programme comme on serait rentré dans le programme si on s'y met à écrire un doublage ou un sous-titrage, et donc à corriger juste des fautes ou des scories, et donc avec dans une langue standardisée pour aller chercher après faire de la poésie derrière, parce qu'on nous vend ça, c'est-à-dire on va vous aider, vous allez aller plus vite parce qu'en fait on va vous enlever toutes les tâches ingrates et pas intéressantes pour que vous puissiez vous concentrer sur la créativité. Mais en fait la créativité c'est pas l'opération du Saint-Esprit et j'ouvre la bouche et puis les choses se passent et je suis inspiré. En fait c'est du travail. C'est du travail, et c'est en rentrant dans le programme, c'est en l'éprouvant, c'est en se triturant le cerveau et en fait en le ressentant dans notre chair et dans notre corps, en fait, qu'on va pouvoir trouver les choses. Vraiment, c'est vraiment une histoire d'incarnation, quoi. La machine qui va traduire, parce que l'algorithme et les probabilités ont dit que tel mot égale tel autre mot, parce que ça a été traduit 50 milliards de fois comme ça,
Du coup, dans cette situation, on va mettre la même chose alors que c'est pas le même personnage, il le dit pas comme ça, etc. Ça ne fonctionnera pas. On le laissera passer, le correcteur le laissera passer parce que déjà, il sera payé au lance-pierre pour corriger un truc. Il n'aura pas le temps. Et il n'aura pas le temps. Et du coup, il y aura. C'est de l'abrutissement en plus. Et à la fin, bah, du coup, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus du tout de saveur. On standardise une langue, on appauvrit une langue, et en fait, et puis c'est vraiment un abrutissement au sens littéral du terme, un abêtissement, quoi. Donc, oui, espérons que les choses aillent mieux, même si pour l'instant, le mur arrive. Bah écoutez, on essaye en tout cas de lancer l'alerte là-dessus et en tout cas de soutenir le plus possible justement cette création humaine, parce que nous, c'est ce qui nous fait vibrer aussi. C'est la passion de toutes ces œuvres qui dont c'est notre métier aussi, de les mettre en avant. Et ça faisait longtemps qu'on voulait faire une émission aussi centrée sur la traduction, parce que c'est quelque chose qui nous fascine et qui doit être préservé. Et qui, pour moi en tout cas, je pense que vous pensez ça aussi, c'est que ça devrait aussi être beaucoup plus reconnu et beaucoup mieux payé. Parce que c'est un travail qui est dans l'ombre. C'est encore plus dans l'ombre que le travail de l'ombre des comédiens de doublage. Nous, on est l'ombre de l'ombre. Et vous nous apportez tous la lumière. Exactement. Oh. Ça fait un très très beau mot. En tout cas, merci beaucoup Anthony. Merci à vous. Et Sabine. Merci à vous. Merci Thomas, Manon. Merci à vous. Et Lauréana aux manettes. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. C'est comme ça qu'on dit maintenant, parce que c'est très important. Salut à tous, merci.